Bienvenue dans le Savoir du Pixel, l'émission qui fait définitivement une fixette sur ce jeu. Sans déconner mec, c'est quoi ton problème avec Five Nights at Freddy's? Je n'ai pas de problème directement avec Five Nights at Freddy's, mais j'ai un problème avec ce que les gens en font. Derrière cette saga se trouve l'une des histoires les plus terrifiantes dans l'industrie du jeu vidéo. Cette histoire est donnée par des éléments de jeu que les gens s'amusent à utiliser pour raconter l'histoire du jeu, mais avec des méthodes sans argumentation ni preuve et remplies de spéculation. Aujourd'hui ça change. Aujourd'hui je vous offre l'histoire la plus complète et la plus argumentée dans Five Nights at Freddy's. C'est parti. Déjà, pour les petits nouveaux, je vais vous expliquer ce que c'est que Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's est une saga de jeux dans lequel tu surveilles à travers des caméras ou des portes le lieu dans lequel tu te situes, car tu te fais agresser par des animatronics pas contents qui cherchent à t'atteindre et c'est tout. Surveille 5 nuits, remporte ton chèque, quitte le jeu et désinstalle-le. Mais bon, si tu fais ça, tu ne fais que gratter légèrement la surface de ce jeu sans savoir l'histoire incroyable qu'il renferme. Tout a commencé lorsque le créateur du jeu, Scott Cawthon, publie que Freddy Fazbear Pizza, le lieu où le jeu prend place, est en fait hanté alors que les joueurs pensaient que les animatronics étaient juste buggés, comme nous le dit notre cher collègue au téléphone, PhoneGuy, un personnage récurrent qui t'appelle chaque nuit dans la plupart des jeux et qu'il faut retenir. Du coup, de nombreux joueurs se sont mis à chercher des indices et en ont trouvé plein. Je vais utiliser ces indices pour vous raconter l'histoire derrière cette série de jeux étranges et je vais commencer par dresser chronologiquement les jeux par rapport à l'histoire, car les jeux ne sont pas sortis dans un ordre chronologique qui correspond à l'histoire. Comment sais-tu cela? Je vais vous questionner. Parce que PhoneGuy meurt dans le premier opus et te parle dans le second. Il est vrai que dans le premier il te parle à travers des messages préenregistrés, du coup on peut admettre que c'est le cas dans le 2, alors que non, il fait référence à des événements en temps réel, comme par exemple quand il te dit que le restaurant va fermer, ou tout simplement que ce que tu fous là, est donc bien évident qu'il est vivant au moment que tu joues. C'était pas très français tout cela. Par conséquent, FNAF 2 se passe avant FNAF 1. Chronologiquement c'est déjà pas mal, on a déjà deux jeux placés relativement l'un par rapport à l'autre et en plus une date. Et on sait que FNAF 3 est en dernier, et oui FNAF 3 se passe quand la chaîne de restaurants ferme, or dans tous les autres opus il y a un restaurant. Enfin on peut essayer de situer Five Nights at Freddy's 4, et lui est un peu plus vicieux. Un easter egg montrant un show télévisé indique la date de 1983, mettant FNAF 4 en tant que premier jeu dans la chronologie de l'histoire. Bien que je doute que l'auteur du jeu veuille nous mettre sur une fausse piste en nous montrant une rediffusion après 1987, la présence des deux costumes dorés sur la scène nous permet de déduire que FNAF 4 se situe avant tous les autres, car la présence des animatronics jaunes sur la scène manque dans FNAF 1 et 2. On peut donc facilement admettre que FNAF 1 et 2 se passent après l'arrêt d'utilisation des animatronics jaunes jugés comme dangereux, comme nous l'informe PhoneGuy dans FNAF 3. Du coup, leur présence dans FNAF 4 indique que FNAF 4 se situe en premier dans la chronologie. Bien, maintenant que la chronologie a été établie, commençons par le commencement, les événements de FNAF 4. Il y a longtemps, en 1983, un enfant a été effrayé. Il était effrayé d'un restaurant et plus précisément de ce qui se trouve dedans, des animatronics. Même s'il aime les personnages qu'il considère comme ses amis, dès qu'il s'approche des animatronics qui chantent sur la scène, il s'effondre et pleure. Il refuse même de s'en approcher lorsqu'il n'y est pas contraint. Les enfants du quartier en sont conscients et le font bien savoir en se moquant de lui. Mais ce n'est pas le pire pour lui. Le pire, c'est son grand frère. Il trouve la phobie de son frère très amusante et s'amuse à lui faire du mal, à l'enfermer dans sa chambre, à lui faire peur avec son masque de Foxy, et même à l'abandonner dans la pizzeria dont il a peur. Il essaye cependant de s'en sortir en écoutant les conseils de sa peluche. On ne sait pas si elle existe ou non, mais il est peu probable qu'une peluche ait la capacité de se téléporter et de parler. On peut donc la considérer comme son ami imaginaire. Il y a une théorie sur comme quoi c'est un esprit qui hante notre protagoniste, mais je prouverai que non plus tard. Et malgré les conseils de sa peluche, notre protagoniste n'arrive pas à éviter sa fête d'anniversaire qui se passe contre son gré dans la pizzeria. Lors de son anniversaire au restaurant, le frère de notre protagoniste s'amuse à martyriser son petit frère et à lui faire peur avec les masques que lui et ses amis ont sur le visage. Mais cela ne leur suffit pas. Ils décident d'aller le faire voir Fredbear de plus près et même de lui faire un bisou. Ils décident donc de le mettre dans sa bouche, effrayant notre protagoniste qui se met à pleurer de plus belle. Ses larmes en contact des attaches du costume les détachent comme nous l'explique PhoneGuy dans un message enregistré, entendu lors de FNAF 3. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. Du coup, les attaches se pètent et... Le truc, c'est qu'il ne meurt pas directement. Il survit à ce moment-là et c'est lui qu'on contrôle pendant le jeu. Des éléments semblent l'indiquer. Déjà, le lieu de jeu n'est pas la chambre du protagoniste, ça ne correspond pas. Il est plus probable que ce soit sa chambre d'hôpital. De temps en temps, quand on se retourne vers notre lit, on peut apercevoir soit des fleurs, soit des pilules, soit une machine à gouttes d'hôpital.
L'endroit logique dans lequel on peut trouver ces 3 éléments sont à côté du lit d'un blessé grave à l'hôpital, en l'occurrence notre protagoniste qui est bloqué sur son lit d'hôpital après s'être fait écraser la tête. On peut aussi déduire qu'il est dans un cauchemar, ça se voit grâce aux mouvements et transformations surréalistes dont notre personnage est témoin. Par exemple, les ours sur le lit et la transformation de Foxy en peluche. De plus, FNAF 4 est le seul jeu qui finit par le son d'une alarme, signe que notre personnage se réveille à 6 h du matin. Enfin, il y a le fait que tous les antagonistes de ce jeu ont leur nom précédé par Nightmare. Nightmare qui veut dire cauchemar. Pour pousser encore plus loin cette analyse, on se rend compte aussi que le cauchemar est composé d'éléments que notre personnage a rencontrés durant les mini-jeux et par conséquent durant sa vie. Les jumpscares de son frère avec le masque de Foxy, les masques d'animatronics sur la tête de ses camarades qui sont la raison de sa blessure sont les animatronics qui l'attaquent durant son rêve. Par ailleurs, Foxy se cache toujours avant de faire peur à notre protagoniste. Enfin, lors de la 5e nuit, juste après le mini-jeu où il se fait broyer la tête, à partir de 3 h du matin on se fait attaquer par Nightmare Fredbear uniquement. La raison de sa blessure vient de le hanter dans ses cauchemars et je pense que ses dents ne sont pas aussi grosses et aussi sanglantes par hasard. On en vient même au point où lors de la dernière nuit, on finit à partir de 3 h du matin par se faire attaquer par un animatronics avec le corps de Fredbear mais une texture différente. Et son nom, c'est Nightmare, ce qui veut dire cauchemar. Si vous ne comprenez pas cette belle métaphore, je suis désolé pour vous. Une fois que notre ami a fait ses cauchemars horribles chaque nuit dans son lit d'hôpital et qu'il est dans le coma, son frère vient lui dire qu'il est désolé. Son ami imaginaire lui dit qu'il est brisé, qu'il va le réparer avant de disparaître et notre protagoniste meurt comme l'indique ce son. Oh my god! Ce que tout ceci veut dire est assez simple. Avez-vous remarqué que ce que vit cet enfant est exactement ce que les autres personnages vivent dans les autres Five Nights at Freddy's? C'est le premier qui de minuit à 6 h du matin, comme dans tous les autres jeux, est dans une salle dans laquelle il ne peut pas bouger, parce qu'il est blessé à l'agonie. Il est le premier à devoir gérer une lampe torche, des portes et des animatronics. Le premier à entendre Chica passer dans la cuisine sans la voir. C'est le premier à avoir un ventilateur et un téléphone dans sa chambre. Et le premier enfant à mourir à cause de la pizzeria. D'autant plus que la pizzeria est la pizzeria originale. Fungoid dans FNAF 2 fait référence à la première pizzeria étant le Fredbear Family Dinner. Fredbear étant la mascotte du restaurant dans lequel le jeu prend place, il n'est pas difficile d'admettre que ce soit l'original. En parlant de FNAF 2, les gardes de nuit peuvent voir des choses que seul notre protagoniste a vues, comme Shadow Bunny et Shadow Freddy, qui sont en fait les silhouettes que notre protagoniste voit lorsqu'il est amené vers le stage. On peut voir ce sprite dans FNAF 3 représentant Shadow Bunny, et il correspond à peu de choses près au sprite que l'on voit dans FNAF 4. Et le restaurant lors de ces nuits-là est bloqué sur un décor d'anniversaire rappelant le jour où notre protagoniste a été blessé, le jour de son anniversaire, alors que dans les autres restaurants, des gens viennent le jour et il n'y a pas d'anniversaire tous les jours. Ce décor n'est donc pas là toutes les nuits par hasard. Comment quelque chose que seul lui a vécu se propage de manière aussi proche que son cauchemar et de son vécu à d'autres personnes? Eh bien c'est parce qu'il hante l'endroit. Il est l'esprit responsable de ce que les gardes de nuit subissent comme cauchemar. Il est l'esprit qui les oblige à chaque nuit vivre le cauchemar qu'il a injustement vécu parce qu'il a été injustement tué et a souffert sans aucune raison avant de mourir. Il est la raison qui impose ces 5 nuits, voire plus, d'attaques d'animatronics aux gardes de nuit alors qu'ils ne peuvent ni bouger, ni parler. Ils peuvent seulement faire des actions proches aux actions que pouvait faire Nightshade, comme par exemple fermer des portes ou utiliser leur lumière. Il était aussi logique que les gardes de nuit ne puissent pas répondre, étant donné que lui non plus ne pouvait pas répondre, étant dans un coma. C'est lui l'origine du Nightmare, le cauchemar. Et c'est pour cela que je vais le nommer Nightshade. Maintenant la question c'est, comment en est-il arrivé à recréer ces cauchemars? Et quel est son lien avec les 5 enfants tués dans le restaurant par un tueur en série auquel on fait allusion durant toute la saga? Ne vous en faites pas, je vais vous raconter toute la saga, même des événements dans lesquels on ne joue pas. Pendant longtemps, les théoristes sur la saga de FNAF pensaient qu'il n'y avait que 5 enfants qui étaient morts et responsables de la malédiction qui régnait sur l'endroit. Mais je viens de prouver que c'est Nightshade qui est en fait responsable. Mais ne vous en faites pas, ces 5 enfants morts ont leur part de responsabilité dans cette histoire eux aussi. Pas mal de choses se passent entre FNAF 4 et 2, beaucoup de meurtres en fait. L'un de ces meurtres est l'une des premières choses qui se passent. Dans un mini-jeu de FNAF 2, on voit Purple Guy dans diverses situations en présence de cadavres d'enfants, laissant penser qu'il est le tueur de ces enfants. On sait grâce à FNAF 1 qu'il utilisait un costume pour attirer des enfants dans un endroit et qu'il les tuait là-bas. Et on sait grâce à FNAF 4
qu'il sait manipuler les costumes classiques. Cependant, son premier meurtre n'a pas encore sa signature. C'est un enfant qu'il tue en sortant de sa voiture sans costume et sans rien. On peut donc facilement admettre que c'est son premier meurtre et il a bien lieu après FNAF 4. Comment est-ce que je sais ça? Eh bien parce que l'ami imaginaire de Nightshade, qui est censé être la forme de cet enfant qui hante Nightshade, ne réagit pas du tout face à Purple Man, alors qu'il pourrait mettre Nightshade en garde contre lui étant donné que c'est la personne qui l'a tué. Ce petit Golden Freddy est par conséquent bel et bien son ami imaginaire. Bref, de retour sur les meurtres, il y a donc le premier meurtre de Purple Man, qui a lieu un peu près en même temps que la fermeture de Fredbear Family Dinner, c'est-à-dire lorsqu'il se fit racheter par Fazbear Entertainment. À ce moment-là, les employés continuent d'utiliser les tenues classiques comme l'indiquent les cassettes dans FNAF 3, parlant du Freddy Fazbear Pizza, donc un restaurant après Fredbear Family Diner. Ces cassettes leur donnent des instructions sur comment utiliser les tenues classiques. Tenues qui ne sont pas utilisées dans les autres jeux, par conséquent dans les autres restaurants, par conséquent après que ces cassettes ont été enregistrées. Et oui, les cassettes indiquent la réutilisation de ces costumes, du coup on sait exactement quand l'enregistrement de ces cassettes ont eu lieu. On sait aussi qu'il y a au moins un restaurant entre FNAF 2 et 4, car il y a des animatronics dans FNAF 2 qui viennent d'un ancien restaurant. Or, ces animatronics là n'existent pas dans FNAF 4. Il y a dû au moins avoir un restaurant contenant ces animatronics qui n'existaient pas, Freddy, Foxy, Chica et Bonnie dans ce cas-là. Et donc ce restaurant peut très bien être celui où Funguy fait des cassettes d'entraînement pour les employés et aussi le restaurant dans lequel les tenues classiques ont arrêté d'être utilisées. Il y a aussi une location sœur où a lieu un accident d'animatronics qui a entraîné la réutilisation des costumes classiques, mais on ne sait rien de plus sur ce lieu. Durant et après l'utilisation des costumes classiques, Purple Man continue de tuer. Déjà, on entend Funguy se plaindre dans FNAF 3 sur les vieilles cassettes que malgré la réutilisation des tenues classiques qui sont mises dans une safe room, certains costumes classiques continuent à bouger, notamment celui de Spring Bonnie que l'on sait Purple Man sait utiliser. Un safe room, c'est un lieu qui n'apparaît jamais dans les cartes digitales, c'est-à-dire les cartes de caméra de sécurité et des animatronics. C'est une salle rarement utilisée, seulement en cas de nécessité absolue et pour entreposer du matériel et qui est à l'abri des caméras et des clients, voire même des employés. Or, Funguy précise qu'il ne faut pas attirer de clients par ici. Juste après, il dit que le costume classique a bougé et après cela, qu'ils vont devoir sceller la safe room. Probablement parce que Purple Man a utilisé ce costume pour attirer un client, du coup un enfant, et qu'il est porté disparu. Tout ceci devient logique en combinant la méthode de Purple Man et les informations données par Funguy. Les animatronics sont témoins de la mort des enfants. C'est assez imagé, mais en gros, les 5 enfants morts sont présents dans le restaurant, montrant que les animatronics en ont conscience. Ils sont d'abord en vie, puis finissent par mourir. Ils sont tués en temps réel devant nous, ou sont déjà sous une forme de cadavre. Ces morts semblent se passer dans le lieu de FNAF 1, comme le montre le mini-jeu avec Foxy avec ses rideaux violets. Il voit 5 enfants vivants, dont un triste, puis d'un seul coup, quand Purple Man apparaît, 5 enfants morts. Mais une coupure de journal indique que les enfants sont déjà portés disparus avant que le restaurant de FNAF 1 soit actif. Et donc la seule possibilité est que lorsqu'on contrôle les anciens animatronics dans les anciens lieux, ce sont dans une ou des pizzerias entre FNAF 4 et 2. Les restaurants de FNAF 4 et 2 compris. Mais les animatronics sont témoins de ça? Genre, ils ont une conscience? Vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Moi si, la logique veut autre chose. Vous voyez ce mini-jeu où on incarne Freddy dans FNAF 2 qui se bat dans un restaurant dans lequel il fait nuit pendant qu'on suit The Puppet qui appelle Save them, sauve-les. Eh bien, dans ce mini-jeu, il ne fait aucun doute qu'on contrôle Nightshade. Et il y a beaucoup d'éléments qui indiquent cela. Déjà, on sait que Nightshade hante l'endroit car il fait revivre ses cauchemars au garde de nuit. On sait que ça ne peut pas être les 5 enfants assassinés car on les croise durant le mini-jeu. Du coup, tous les mini-jeux où on croise 5 enfants morts veut dire qu'on contrôle Nightshade. Et on recroise notre ami imaginaire Golden Freddy. De la même manière que ses yeux s'illuminaient lorsque Nightshade se baladait dans son vivant, dans FNAF 4, les yeux de Golden Freddy qui apparaît de temps en temps s'illuminent exactement de la même manière que son ami imaginaire. Il suit donc les instructions de ses amis imaginaires encore à travers les animatronics du restaurant, et si c'est lui dans un mini-jeu, pourquoi pas dans tous? Surtout que dans la plupart des jeux, les 5 enfants sont présents, laissant une 6ème place pour le personnage qu'on contrôle, et donc pour Nightshade. Nightshade est donc la personne qui est témoin des meurtres de ses enfants à travers les animatronics, lui nourrissant encore plus de colère et de frustration qu'il avait déjà en incarnant The Puppet, personnage qui n'existait pas avant FNAF 2. Il leur redonne vie en leur désignant à chacun un rôle à travers les Give Life minigames. Ceci a lieu sûrement après qu'il ait suivi son ami imaginaire Puppet à travers le restaurant. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils doivent se contenter de ce rôle précisément. Nightshade étant un esprit comme les autres, je pense que les autres ne font pas exception.
les autres esprits, et peuvent prendre le contrôle d'autres animatronics, ce qui expliquerait le nombre d'animatronics qu'il y a dans FNAF 2, 11. Et aussi, ils sont tous là dans le Give Life minigame. C'est juste que le 5e enfant apparaît pendant juste une image avant que Golden Freddy nous fasse un jumpscare, exprimant le fait que Golden Freddy est probablement incarné par cet enfant spécial qui apparaît comme par magie. Que l'on voit aussi triste dans le mini-jeu avec Foxy, sa tristesse rappelant l'enfant triste qui est la première victime de Purple Guy dans le mini-jeu. Cet enfant est spécial, car il n'est pas mort comme les autres et est le seul à être représenté triste, et est le seul à ne pas avoir enfilé de masque d'animatronics. Cette capacité spéciale est d'autant plus mis en avant car Golden Freddy est un animatronics pas comme les autres qui peut se téléporter et faire des trucs complètement ahurissants. Après cela a lieu les événements de FNAF 2, et oui, tous les minigames se passent avant, même celui où on contrôle Freddy. Dans de rares occasions, on peut croiser Purple Guy dans ce mini-jeu qui arrête notre course. Il sait se débrouiller avec les animatronics, les ayant manipulés. Par ailleurs, cela peut nous laisser penser qu'il est le premier garde de nuit, d'où son badge de cet endroit, et que c'est pour ça qu'il s'est plaint des conditions, parce que Freddy bougeait tout seul. Par ailleurs, il ne semble pas pouvoir voir The Puppet, prouvant qu'il sort de l'imagination de Nightshade à ce moment-là. Il est donc temps de parler des événements de Five Nights at Freddy's 2.